par la suite. Puis c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des réflexions à partager à ce moment-là. Donc, je m'appelle Martin Deron. Je travaille pour Chemin de Transition, hein. Chemin de Transition, c'est une initiative de l'Université de Montréal en partenariat avec Espace pour la vie, ici à la ville de Montréal. Puis ça, on m'a invité à venir vous présenter un petit peu nos travaux, nos réflexions, justement, pour pouvoir alimenter les vôtres à l'intersection entre la transition numérique et la transition écologique, hein, des questions qu'on se pose de plus en plus, toutes les initiatives de développement durable, notamment que vous avez en interne. Puis nous, ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille sur ces questions-là. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on a fait sur ces questions, puis quels sont les apprentissages qu'on peut en retirer. Donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu notre démarche, dans quoi on s'inscrit, la logique un petit peu de nos travaux. Et ensuite, je vais vous présenter un peu plus dans le dur qu'est-ce qu'on a fait à l'intersection entre l'univers numérique et la transition écologique. Et puis, par la suite, c'est ça, on pourra avoir cette discussion tous ensemble. Vous avez la définition ici officielle de ce qu'est chemin de transition, mais pour comprendre un petit peu dans quel contexte on se place, là, on sait, en tout cas j'espère ne pas vous l'apprendre, mais qu'on est dans une société qui est aujourd'hui considérée insoutenable au regard de ses impacts sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur le climat, sur les ressources qu'on utilise de manière beaucoup plus rapide, hein, qu'elles ne peuvent se renouveler. Et donc, on prend pour acquis de plus en plus qu'on doit amorcer une transition profonde de nos modes de vie pour pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle les limites planétaires, la limite de notre système Terre. À cet effet, on entend de manière plus ou moins mainstream, là, de plus en plus, des annonces politiques, des annonces industrielles sur des objectifs de carboneutralité, des objectifs de conservation de la biodiversité, des objectifs de tout, là, avec différentes échelles, à l'échelle 2030, à différentes échéances, pardon, échéances 2030, 2040, 2050. Puis tout ça se mélange parfois un petit peu dans nos têtes. Là. Au final, c'est toutes des choses qui nous apparaissent à la fois alarmantes, à juste titre, hein, par l'ampleur justement des changements et des ambitions et des objectifs, mais en même temps, c'est souvent des choses qui nous apparaissent très lointaines, très peu tangibles. Hein. C'est assez difficile de s'imaginer ce que ça représente réellement à son échelle, des tonnes équivalent CO2 ou un ralentissement de l'acidification des océans. Donc, c'est pour pouvoir alimenter justement toutes ces réflexions que Chemin de transition a été créé avec l'objectif, comme vous l'avez à l'écran ici, de mobiliser les connaissances sur la transition socio-écologique afin de les partager pour pouvoir justement outiller les différents acteurs de la société québécoise pour pouvoir les aider à renforcer leur capacité d'imaginer, pouvoir créer ensemble un futur plus souhaitable, les aider à naviguer justement et s'orienter davantage dans un contexte incertain qui est en évolution constante assez rapidement. La question aujourd'hui, en tout cas nous, notre parti pris, c'est de se dire que c'est plus tellement de savoir et de se questionner si on se dirige vers une société profondément différente ou non, mais plutôt à quel point est-ce qu'on sera en mesure d'orienter, de choisir cette transition vers un modèle de société qu'on trouve collectivement plus souhaitable. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ de justement notre démarche et pourquoi on a créé ce projet-là. La démarche qu'on a là, au niveau du projet de l'université, c'est, on peut la résumer sous ces 3 points. Donc, on a un projet qui utilise une approche prospective. Donc, on a une vision long terme. On n'est pas dans une feuille de route à court terme de 4-5 ans. Là, on se place sur une échelle de temps qui est significative parce qu'on parle beaucoup de changement d'ampleur, de changement dans nos modes de vie, dans nos activités, dans notre système. Donc, on voit cette perspective de changement sur le long terme, là, à l'échelle d'une génération à peu près. Donc, on se place sur un horizon de 20 ans dans notre cas. Puis la démarche prospective, c'est une démarche qui a pour principe de vouloir explorer des futures alternatives. Donc, on essaie de sortir un petit peu de c'est quoi l'avenir tendanciel qu'on peut observer, de se dire, on a un peu cette vision d'un avenir linéaire. Nous, on se permet d'explorer d'autres futurs possibles en se questionnant justement qu'est-ce que ça nous apprend sur les choses qu'on aimerait faire advenir, qu'est-ce que ça nous apprend sur les choses qu'on n'aimerait pas faire advenir, etc., etc. C'est une approche qui est également participative. Donc, on mobilise des connaissances de différentes sphères, on pourrait dire. Bien sûr, on mobilise des connaissances qui sont académiques en étant logé à l'université, mais on va mobiliser également des connaissances qui sont professionnelles et des connaissances qui sont citoyennes. Donc, on prend c'est l'un des piliers de la démarche. On se dit que quand on parle de vision de la société, de là où on va, c'est beaucoup de questions qui sont normatives, politiques, des choix au final de comment on veut vivre dans le Québec de demain. Donc, pour ce genre de questions, eh bien, tout le monde a un peu sa pierre à apporter à l'édifice et pas juste les experts au sens des experts académiques.
Et enfin, c'est une approche qui est systémique. Donc, on a une approche qui est assez macro, ce que je vous disais. Là, on se concentre sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre système à l'échelle de la société québécoise pour aller vers un équilibre justement qui soit plus soutenable, qui puisse rentrer dans les limites planétaires. Donc, comment est-ce qu'on opère justement une transition socio-écologique profonde de tout notre système? C'est comme ça qu'on se place. Comme la transition socio-écologique, c'est un terme un petit peu vaste, c'est qu'on est une petite équipe. On se concentre sur trois grands défis qu'on appelle, donc trois grandes thématiques qui guident nos travaux. On a le défi de la transition alimentaire, donc on se demande comment est-ce qu'on va devoir faire évoluer la manière dont on se nourrit en contexte de changement climatique sans épuiser les ressources planétaires, les ressources terrestres. On a le défi territoire, où on s'intéresse plutôt là aux différentes façons et l'évolution des façons d'habiter le territoire québécois pour que ce soit de façon plus durable. Et enfin, à travers tout ça, de manière transversale, on se pose la question de quelle place est-ce qu'on accorde aux technologies numériques dans cette transition-là. Puis c'est la question qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui. Puis c'est moi la question dont je suis responsable au sein de notre équipe. Donc, on va pouvoir plonger un petit peu plus dans le défi numérique. Là, je vous ai fait une espèce de contextualisation de nos travaux qui, j'espère, vous éclaire un petit peu plus que vous fait bailler. Mais maintenant que vous en savez un peu plus sur la démarche, là, on peut rentrer un peu plus dans le dur. Juste vous préciser que ce que je vais vous présenter là sur les apprentissages du défi numérique, puis comment ça a été fait, c'est détaillé de manière un petit peu plus détaillée, forcément un peu plus extensive, dans un rapport qu'on a sorti au mois d'octobre. Et je vais pouvoir vous donner le lien à la suite de cette présentation. Si ça vous intéresse de vous référer à certaines parties, il y aura une partie d'échange, bien sûr, mais par la suite, juste que vous sachiez qu'il y a des écrits qui sont disponibles. Le point de départ du défi numérique, c'est de se baser sur la véritable force de transformation qu'on constate dans nos sociétés, qu'on pourrait appeler la transformation ou la transition numérique. C'est ce deuxième terme qu'on a choisi, nous, dans nos travaux. Constater que depuis à peu près la fin des années 90, avec l'essor des technologies de l'information et de la communication, et surtout avec une accélération encore plus rapide là, au cours des dernières années de l'adoption de toutes ces technologies numériques, on observe que le numérique prend de plus en plus de place, prend une place de plus en plus centrale dans nos sociétés, que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles ou au cœur de nos systèmes collectifs. Tous nos systèmes de réseau, de santé, de transport, d'agriculture, on dépend de plus en plus justement de ces technologies numériques. On voit que à cet effet, justement, on pourrait dire que les outils numériques sont devenus de plus en plus essentiels au sens où c'est aujourd'hui très difficile de pouvoir s'épanouir pleinement dans la société sans avoir recours aux technologies numériques, que ce soit pour travailler, communiquer, se divertir ou même pour de plus en plus avoir accès même aux services publics. Quand on compare justement cette transition numérique à l'autre force de changement que j'évoquais un petit peu plus en profondeur, la transition écologique, qui est davantage un impératif au regard de l'habitabilité de notre planète, on observe plusieurs ponts qui sont assez évidents et qui sont très évidents pour vous, j'en suis sûr. Là, je sais que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais on observe qu'il y a certains ponts, justement, certains liens qui font que la transition numérique peut être un allié véritable de la transition écologique. On observe, par exemple, que dans leur nature, les outils numériques sont très utiles pour pouvoir faire advenir un certain nombre de changements très rapidement, étant donné qu'au-delà de juste l'aspect technologique qu'ils représentent, c'est bien ces outils-là, ils affectent en fait radicalement toutes les sphères de la société. Ça va changer, les outils numériques, ils affectent les normes, ils affectent les dynamiques de pouvoir, les habitudes qu'on a. Ce qui fait que ce potentiel révolutionnaire, ce potentiel levier, eh bien, on voit qu'on aurait tout intérêt justement à pouvoir le guider davantage vers des modes de vie qui soient plus soutenables pour pouvoir multiplier et accélérer justement les efforts de transition vers une société plus durable. On voit également que ces outils sont, encore une fois, au niveau de leur nature, des outils de résilience. On a vu pas mal d'exemples dans les réactions post-pandémiques, là où grâce à une accélération de l'utilisation des outils numériques, eh bien, dans beaucoup de secteurs qui ont pu être numérisés, on a réussi à assez rapidement récupérer un certain équilibre pour l'accès à des services, à maintenir un certain travail, l'accès à de la médecine, par exemple, l'accès à la communication, etc., etc. On a vu justement ce potentiel de résilience dans des temps qui étaient difficiles pour tout le monde et de manière assez soudaine. Donc, on voit cet aspect-là d'outil de résilience qui serait encore une fois très important à mobiliser davantage pour la transition. Et enfin, de manière peut-être la plus évidente, on a aujourd'hui déjà l'utilisation de technologies numériques dans plein de secteurs à des visées écologiques. Quand on pense par exemple à toutes les technologies de modélisation,
du climat, de la biodiversité, de l'énergie, quand on pense à l'utilisation d'outils numériques dans la gestion de l'énergie, justement bas carbone, tout ce qui est pallier l'intermittence de certaines sources, gérer l'offre et la demande en temps réel pour pouvoir l'optimiser, les technologies de visioconférence qu'on voit aujourd'hui qui nous permettent, moi, de ne pas venir de Montréal à Bromont, etc. etc. On a plein d'exemples, bien sûr. Cependant, c'est un petit peu ce titre-là que nous, on est venu questionner. On voit qu'il y a plein d'effets potentiels bénéfiques pour la transition, mais c'est davantage cette vision que le numérique sera un allié par défaut qu'on a voulu remettre en question ou en tout cas explorer. Parce que c'est un peu ce présupposé, un peu un postulat qu'on observe quand on voit les annonces des grands acteurs industriels ou économiques, hein, Hydro-Québec, le gouvernement à la fois provincial et fédéral. On voit que la transition écologique passe par une numérisation de notre société. On voit cette corrélation-là et qu'on a tendance à peu questionner. Puis en parallèle de ça, on voit que en lien avec l'industrie numérique, pour parler de cette technologie-là, on utilise beaucoup de champs lexicaux qui font appel à la légèreté, au sans impact. On parle beaucoup de dématérialisation, on parle bien sûr d'info nuagique, de données, toutes ces choses-là. Ça nous fait penser que, eh bien, au plus on numérise, eh bien, au plus on se sépare de la matière, au plus on est dans les airs comme ça, et donc au moins on a d'impact sur notre planète. Eh bien, cette affirmation, comme vous le savez très certainement dans votre cas, parce que vous travaillez justement sur le dur, eh bien, on est un peu éloigné de la réalité. En réalité, on voit que le numérique, ben, c'est une industrie. Et comme le reste des industries, eh bien, c'est une industrie qui est très matérielle. Je ne vais pas vous apprendre ce qu'est le numérique à vous, mais juste vous donner une vue d'ensemble pour pouvoir, pour voir la manière dont nous, on aborde le numérique. Ben, quand on se concentre sur qu'est-ce qui permet justement tous ces usages numériques, on retombe sur la couche d'infrastructure et donc toutes les chaînes de valeur qui sont liées au numérique, dont vous faites partie, et bien sûr, encore une fois. La manière dont on aborde, nous, le numérique, c'est en se reconcentrant sur les trois grands pôles, hein. Donc, on a le pôle terminaux, appareils utilisateurs, tous les téléphones, les télévisions, de plus en plus d'objets connectés dans les faits, en termes de proportion. La partie centre informatique que vous voyez en haut, où sont stockées toutes les données, puis toute la partie infrastructure de réseau, justement, donc tous les routeurs, les antennes, les modems, puis surtout la quantité de câbles souterrains, sous-marins pour relier les centres informatiques et les utilisateurs entre eux. Et cette matérialité, au final, eh bien, c'est elle qui est responsable d'un certain nombre d'impacts que j'ai notés inquiétants ici au regard des impacts environnementaux, donc au regard de la planète. Quand on essaye d'estimer les impacts qui seraient attribuables justement au secteur numérique, donc c'est assez difficile à faire, hein, ça, de caractériser le numérique comme un secteur, mais quand on l'estime, on estime que, puis ça, c'est des chiffres de 2019, là, donc c'est plus une question d'ordre de grandeur que de chiffres exacts, là, mais on estimait à l'époque qu'il serait responsable d'à peu près 4,2 de la consommation d'énergie primaire, de à peu près 4 des émissions de gaz à effet de serre, de 0,2 de la consommation d'eau et de 5,5 de la consommation d'électricité. Encore une fois, ici, les chiffres ne sont pas exacts. Quand on voit les études depuis, on estime que, par exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre attribuables au numérique, on serait entre 3 et 5 à l'échelle planétaire. Donc, il y a une petite bataille de chiffres sur qu'est-ce qu'on considère numérique, qu'est-ce qu'on considère un autre secteur en fonction des applications. L'idée maintenant de trouver un chiffre, c'est de montrer que le secteur numérique est déjà responsable d'un certain nombre d'impacts. Puis quand on le met en parallèle avec d'autres secteurs qui sont davantage pointés du doigt pour leur contribution justement, notamment au réchauffement climatique, comme l'aviation civile, que je vous mets à l'écran, qui est à peu près responsable de 2,4 des émissions de gaz à effet de serre, ou les véhicules lourds qui sont responsables d'à peu près 4 des émissions de gaz à effet de serre, on voit que le numérique se situe déjà parmi ces gros joueurs dans une proportion qui est déjà similaire, égale, voire 2 fois supérieure quand on prend la fourchette haute par rapport à l'aviation, par exemple. Donc, des impacts qui sont déjà aujourd'hui plutôt inquiétants. D'où viennent ces impacts? Bien, le numérique, comme tout objet industriel, bien sûr, les équipements numériques ont un cycle de vie, comme vous êtes assez familier avec ce genre d'approche-là, mais donc, on observe différents impacts qui sont générés à toutes les étapes du cycle de vie des appareils. Donc, fabrication, utilisation, fin de vie. Dans toute la partie fabrication, la plupart des impacts sont liés à l'extraction surtout et au raffinage des matières premières, donc tout ce qui est minerai, toute l'énergie qui est utilisée pour le raffinage, toute l'eau, bien sûr, les hydrocarbures, etc., pour pouvoir extraire puis transformer ces matières en composants électroniques. On observe que les outils numériques ont ce qu'on appelle une forte intensité matière, puis peut-être que vous êtes déjà familier avec cette notion-là, je vais l'expliquer si jamais tout le monde ne l'est pas, mais on observe en fait
L'intensité matière, c'est le ratio entre le poids du produit final et toute la quantité de matière qui était nécessaire à mobiliser en amont. Donc, comme ça fait apparaître un petit peu, pour un appareil comme un téléphone intelligent qui a l'air tout petit, tout léger, tout épuré, tout minimaliste, de se poser la question de c'est quoi la quantité de matière qui a été nécessaire à mobiliser derrière, et ça nous permet de voir un peu ces impacts sur l'environnement en matière d'espace. Puis ici, vous avez un petit chiffre de l'ADEME à l'écran qui dit que pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, on aura mobilisé en amont 800 kg de matière première. Donc, on a des gros ratios, en fait, comme ça, au niveau des technologies numériques, hein. Au niveau des télévisions, par exemple, on a des ratios de 200 à 1000 pour 1 à peu près, en fonction de à quel point la télévision a des fonctionnalités, à quel point est-ce qu'elle a été miniaturisée. Pour un téléphone intelligent, souvent, on est autour d'un ratio de 1200 pour 1. Et pour le fun, je suis allé chercher le ratio des puces électroniques en me disant que c'était plus proche de votre domaine. Peut-être que ça vous parlerait davantage. Pas pour le fun, je ne veux pas être cynique en disant ça, là, mais les puces électroniques, ça a l'un des plus grands ratios, donc l'une des plus grandes intensités matière qu'on trouve dans le domaine. On trouve un ratio de 16 000 pour 1. Donc, on a pour un circuit intégré de 2 grammes, il aura fallu mobiliser 32 kilos de matière première. Voilà, quelque chose peut-être à garder en tête en lien avec votre industrie. Au niveau des usages, là, le type d'impact, c'est davantage la consommation énergétique, hein, pour faire fonctionner tous nos appareils, etc., les brancher et puis faire fonctionner les réseaux. Et enfin, la fin de vie, on a beaucoup de difficultés à la quantifier parce qu'il y a plein de filières parallèles. Donc, on a beaucoup de difficultés justement à récupérer des chiffres parce qu'il y a très peu d'appareils qui passent par les filières officielles. Donc, on l'estime, mais en tout cas, c'est les principaux impacts liés à cette fin de vie, c'est davantage l'énergie liée au transport pour pouvoir les envoyer dans d'autres régions, puis toutes les pollutions locales qui sont faites quand on les envoie dans des décharges à ciel ouvert, notamment. Peut-être quelque chose d'intéressant à garder en tête pour vous, lorsqu'on s'intéresse aux impacts des appareils numériques, on estime que l'essentiel des impacts sont réalisés durant les premières phases du cycle de vie, donc liés à la fabrication. Pour un téléphone intelligent qu'on garde 2 ans en moyenne, on estime que c'est à peu près 80% des impacts qui ont été réalisés à la fabrication. Et quand on se concentre sur les infrastructures mutualisées, tout ce qui est réseau, centre informatique, là, on voit que l'utilisation est à peu près est un peu plus conséquente que la fabrication. Parce qu'encore une fois, on a une logique de mutualisation, donc ça nous permet de rentabiliser un petit peu plus ces infrastructures. Quand on repart de ces 3 pôles là, que je vous présentais, terminaux, réseaux, centres de données, comme on dit en France, il y a une étude ici qui date de 2021 qui a été réalisée en Europe, ou en tout cas pour les 28 pays de l'Union européenne. Donc, elle est extrapolable d'une certaine manière au Québec, mais ce n'est pas des chiffres nord-américains. Mais on voit que l'essentiel des impacts attribuables au numérique se retrouve beaucoup concentré sur la partie terminaux utilisateurs. Donc, que ce soit l'utilisation des ressources, par exemple, où on voit que c'est quasi 90% des impacts qui sont vraiment concentrés dans ce pôle-là, ou la participation au changement climatique, 65%, la production de déchets, 78%. On voit que le gros, justement, des impacts du numérique aujourd'hui se situe au niveau de la création, de la fabrication, pardon, des appareils numériques pour les utilisateurs. Puis au-delà des constats qu'on voit aujourd'hui, au-delà des impacts actuels du numérique, c'est davantage des tendances en fait que suit le secteur qui sont insoutenables au regard de nos objectifs de transition, au regard de nos objectifs de diminution pour pouvoir rentrer dans les limites planétaires. Vous avez à gauche les estimations. À l'époque, c'était des prévisions, là, parce que c'est les dernières statistiques de Cisco, justement, donc leur rapport de 2018. Qui prévoyait justement une hausse continue de la fabrication, justement, enfin de la production des appareils. Un fait qui est intéressant, c'est ce qu'on observe, c'est qu'on voit que cette hausse continue, elle est principalement portée par le M2M que vous pouvez voir en bleu, là, le machine to machine, donc tout ce qui est les objets communicants, surtout en situation industrielle, tous les projets de ville intelligente, etc. Puis j'imagine que vous, au CDMI, vous participez certainement dans ce genre d'appareil davantage. Puis on voit justement une confirmation un peu de ces évolutions de tendance récemment, là où on voit que le marché des téléphones intelligents et des ordinateurs personnels arrive à maturité. Justement, donc on a moins ces perspectives de croissance au niveau de ces appareils-là personnels, mais on voit une perspective de croissance davantage avec tous les projets industriels, que ce soit l'utilisation de la 5G, que ce soit les projets de ville intelligente, de métavers, etc., etc. Donc c'est davantage ça qui porte cette croissance un petit peu exponentielle au niveau des appareils. Puis on voit une évolution qui est un peu similaire, là, justement, sur les 20 dernières années au niveau de l'évolution du trafic IP mondial, avec cette trajectoire qui est elle-même exponentielle. Donc, le point que je veux faire avec ça, c'est au-delà des impacts actuels, on pourrait se dire, bon,
certes, mais au moins on est arrivé à ces 4-5%, mais le numérique arrive à se stabiliser, eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. On prévoit davantage d'impact à venir avec l'expansion continue justement de la numérisation de nos sociétés. Enfin, un dernier angle d'approche que je vous propose d'aborder, même si, en tout cas, c'est un petit peu flou sur mon écran, je suis désolé, c'est la question du numérique comme une ressource limitée. En fait, en plus de ses impacts sur l'environnement, eh bien, il faut réaliser, puis je vous dis ça encore une fois en sachant que vous êtes bien au courant parce que j'imagine que ça vous affecte davantage sur votre industrie, mais c'est une vision qu'on a peu tendance à aborder, je trouve, dans le grand public, de réaliser que le numérique dépend pour fonctionner d'un certain nombre de ressources qui sont non renouvelables et limitées, ce qui font du numérique lui-même une ressource limitée. Et au vu de de son importance justement dans nos systèmes collectifs, eh bien, ce serait peut-être important qu'on commence à le gérer comme tel et sortir de cette vision un peu abondante d'un numérique sans impact et illimité pour les temps à venir. Commencer justement à le voir comme une ressource qu'il ne faudrait pas prendre pour acquise. J'ai trouvé deux façons d'illustrer, mais je serais curieux de vous entendre parce que je suis sûr que vous avez beaucoup d'autres exemples en lien avec vos propres approvisionnements. Mais ici, j'ai ressorti une analyse de la Commission européenne sur la gauche qui analysait à travers le marché des technologies numériques quel minerai critique, justement, enfin, quel minerai était nécessaire pour cette technologie numérique, puis lesquels de ces minerais montraient certains signes de criticité. Et puis, vous pouvez les voir apparaître en rouge ici, donc c'est quand même un grand nombre en termes de proportion. Puis, criticité, ici, ça peut être différents facteurs. Ça peut être bien sûr la concentration dans les réserves qui sont connues de manière purement technique, là, à quel point est-ce qu'on a des réserves qui sont opérationnelles, puis à quel point est-ce on estime qu'on peut aller les chercher, mais aussi d'autres facteurs plus économiques, géopolitiques, bien sûr, de se dire, et ça s'est représenté également sur la droite, c'est quoi la concentration des acteurs autour des chaînes de valeur, des matériaux justement dont on a besoin pour pouvoir assurer la numérisation de nos sociétés telle que planifiée. Puis quand on se concentre sur certaines chaînes de valeur, par exemple la production du magnésium, et on voit que la Chine serait responsable de 87% de cette production-là. Donc, on peut se poser un certain nombre de questions sur l'avenir de l'approvisionnement de ces matériaux-là. Je vais terminer ce petit survol d'horizon des enjeux avec une vision un petit peu plus artistique de tout ça. Ici, vous avez le travail d'un photographe sud-africain qui s'appelle Dylan Marsh, qui prend des photos justement des sites d'extraction de minerais, donc pour tous les secteurs, un peu juste le numérique. Puis ici, vous avez une représentation par photomontage qui représente justement la quantité de cuivre qui a pu être extraite de tout ce site minier une fois que ce site a été fermé, pour qu'on ait davantage un peu ce rapport entre l'intensité matière et puis les quantités qu'on arrive à en recevoir. Il faut garder à l'esprit que le cuivre est l'un des minerais les plus concentrés. Donc, il y a d'autres photos qui ont été faites, par exemple, pour les mines de diamants, où là, il faut faire un zoom x100 pour voir la quantité de diamants qui a été extraite de la mine. Puis, en allant voir sur Google Maps, on se rend compte que la photo ne fait même pas justice à l'ampleur de l'impact sur le territoire que ça a eu. En fait, la photo qu'on voit, c'est juste le petit cercle que vous voyez au milieu de cette photo, mais l'étendue de la mine, justement, qui a été responsable de l'extraction de cette petite relative quantité de cuivre, eh bien, elle a un impact beaucoup plus étendu sur le territoire. Je vais terminer avec ça pour les enjeux, en tout cas, mais j'espère avec ce survol des horizons, justement, à l'intersection numérique-environnement, euh, vous avoir fait valoir pourquoi nous, on pense qu'un changement de trajectoire est important et nécessaire et qu'on n'est plus dans une logique de juste, il faut qu'on améliore l'existant, il faut qu'on minimise nos impacts. On estime qu'aujourd'hui, c'est plus suffisant. Que d'un côté, eh bien, on a le numérique et cette force de transformation qu'on aurait tout intérêt justement à davantage guider vers la transition pour pouvoir nous aider à répondre à un certain nombre de défis techniques en lien avec la transition écologique, mais qu'on ne peut plus se permettre de la laisser justement s'étendre, la numérisation de nos sociétés comme ça à l'infini, parce que cette force grandissante représente un certain nombre de risques réels de venir effacer un certain nombre d'efforts qu'on aurait pu réaliser dans d'autres secteurs, en tout cas gommer, voire effacer en fonction d'à quel point ça continue à s'étendre. Donc, c'est un peu ça, le cœur de nos travaux, de se dire, on a un changement de trajectoire qui est nécessaire pour pouvoir faire converger ces deux transitions qui aujourd'hui ne le font pas de manière naturelle, de manière évidente. Là, on comprend d'où on part, justement, donc tout en bas à gauche, un peu cette société insoutenable, eh bien, on a voulu se poser la question de à quoi ça ressemblerait une société qui est soutenable, où est-ce qu'on pourrait aller, à quoi ça ressemblerait d'ici 2040, justement, une société qui aurait réussi à faire converger ces deux transitions.
Donc, pour pouvoir l'imaginer, eh bien, on a organisé une série d'ateliers qu'on appelle des ateliers de co-design, en fait, qui plongeaient les participants dans différents mondes. Donc, les participants, c'était tout le monde. Là, on a eu à peu près 140 participants de tout type d'expertise à travers le Québec. Puis, on les plongeait à chaque fois dans des mondes différents. Donc, ici, vous avez l'extrait d'un scénario dans lequel on les plongeait, qui est un monde ultra connecté, ultra optimisé par la transition, mais on avait à l'inverse un monde beaucoup plus low-tech qui était revenu à un réseau 3G pour se protéger de cyberattaques. Enfin, bref, on le plongeait dans des univers différents, mais le but, c'était de pouvoir avoir des discussions collectives sur qu'est-ce que, enfin, parmi ces éléments-là, c'est quoi des éléments qu'on trouve souhaitables pour notre monde, nous, de 2040? C'est quoi les éléments qu'on trouve redoutables? Puis, à la fin, en fait, ça nous permettait d'avoir une discussion collective sur qu'est-ce qu'on veut faire advenir dans notre société en 2040, parmi les futurs possibles, puis de quoi est-ce qu'on veut se tenir loin. Puis l'ensemble de ces apports qu'on a eu à travers les ateliers, on en a eu à peu près une douzaine au total, ça nous a permis d'établir une vision pour la société 2040 afin de guider le reste de nos travaux. Donc cette vision, ici, je vous ai mis le résumé. Donc, l'ensemble des apports des participants, justement, nous a permis d'arriver à cette vision-là se base sur 3 piliers. Donc, si on se projette un petit peu en 2040, la société québécoise est enfin parvenue à faire converger sa transition numérique et sa transition écologique. Bonne nouvelle. Son remarquable succès repose sur 3 acquis. En premier lieu, on a un acquis qui est lié à la sobriété énergétique, donc toute la réduction des flux de matière et d'énergie liés à nos appareils et nos usages numériques. On a un deuxième acquis sur la priorisation collective des usages du numérique. Donc, on se pose la question on voit le numérique comme une ressource limitée qu'il faut gérer davantage. Donc, on se pose la question de où est-ce que le numérique a une plus-value réelle et où est-ce qu'on a des usages peut-être qui devraient moins concentrer cette ressource-là. Et enfin, on a un système d'innovation numérique et des modes de financement du numérique qui sont davantage balisés par les limites planétaires qui nous permettent de nous orienter plus facilement vers nos objectifs de soutenabilité. J'imagine, je ne vois pas vos écrans, mais j'imagine que vous vous dites, ah ben, cette société, c'est beau, là, mais c'est un petit peu utopique. Et puis, c'est pas mal différent de la société qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas vraiment régie par ces différents piliers. Donc, ça a été l'essentiel de notre travail, en fait, de se poser la question, concrètement, sur 20 ans, on a commencé en 2020, ça prendrait quoi de passer de la société actuelle à cette société visée en 2040? En d'autres termes, ce serait quoi les grands basculements, ce serait quoi les grandes étapes intermédiaires qui nous permettraient de passer de nos systèmes, de nos dynamiques actuelles à cette nouvelle société? Ce serait quoi les grands basculements par lesquels on devrait passer pour pouvoir arriver là? Autrement dit, ce serait quoi les grands jalons sur notre chemin de transition? Puis, pour le défi numérique, on en a identifié 33. Donc, c'est quand même beaucoup de changements, puis des changements qui sont conséquents et qui sont répartis un peu à travers différentes thématiques. Donc, ces changements-là, ils concernent autant l'offre et la demande des appareils numériques et des services numériques, bien sûr, que la récupération à la fin de vie de ces appareils. Ça a des changements majeurs au niveau du financement des systèmes, enfin de l'univers numérique et des modèles d'affaires qui sous-tendent l'univers numérique. Des changements au niveau de la culture, sortir de cette vision un peu abondante et immatérielle du numérique. Et bien sûr, des changements au niveau des lois, des règles, du cadre réglementaire pour accompagner tout ça. Puis, c'est un peu l'essentiel de notre travail. Là. Ça a pris 1 an et demi. Il y a à peu près 200 experts qui ont travaillé sur l'identification de ces jalons-là. Et c'est un peu peut-être le cœur de notre travail. Là. On les a réfléchis, en fait, tous ces changements-là, on les a identifiés, puis on les a réfléchis de manière systémique. Donc, comment est-ce que ces changements-là sont reliés les uns avec les autres? Est-ce qu'un changement est nécessaire avant un autre? Pour pouvoir travailler sur un chemin de transition, donc pour pouvoir les échelonner un petit peu dans le temps avec cette vision systémique. Puis là, je vois que ça fait déjà 29 minutes que je parle, donc je vais essayer de faire ça assez rapidement, mais n'hésitez pas par la suite si vous avez plus de questions. Si je vous ai mis un exemple zoomé justement d'une quinzaine de ces jalons-là sur les 33 qu'on a trouvé, qu'on a identifiés au final, pour vous montrer un peu cette dynamique d'interrelation. Donc, par exemple, si d'ici 2038, on veut arriver au jalon numéro 31, là, tout à droite, que les personnes, les organisations soient plus sobres dans leurs achats d'appareils, ça nécessite plein de choses. Ça nécessite bien sûr qu'ils soient sensibilisés, hein, jalon numéro 9, mais ça nécessite également qu'ils aient accès à une réelle industrie de la réparation du reconditionnement. Celle-ci, elle nécessite qu'on ait davantage de disponibilité au niveau des pièces de rechange, des manuels. Puis, ça nécessite également qu'on ait eu une refonte assez profonde de notre système de récupération des appareils numériques pour qu'on arrête d'envoyer au recyclage ou à l'enfouissement des appareils qui sont encore parfaitement utilisables.
vous voyez un petit peu cette logique-là. Je ne vais pas trop m'attarder encore une fois parce que je suis un petit peu en retard, mais j'espère que vous comprenez la logique de ces changements-là. Puis ça me fera plaisir d'y revenir si vous le souhaitez. Quand on met ensemble tous les jalons qu'on a identifiés, c'est un petit peu décalé sur mon écran, je vous prie de m'excuser, mais ces 33 jalons-là nous montrent justement les contours d'un chemin de transition pour permettre de passer de la situation actuelle à cette société visée en 2040 par les participants de nos travaux. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment une feuille de route. Là, on n'est pas en train de dire d'ici 2030, il faut qu'on ait atteint ces 17 premiers jalons. Et puis, bien sûr, il y a plein de choses qu'on n'a pas anticipées. Et puis, il y a d'autres chemins qui pourraient être créés. Mais c'est un chemin qui vous propose, en fait, qui vous montre concrètement à quoi ça ressemblerait justement une transition d'ampleur de cette manière-là pour qu'on puisse penser à, OK, c'est ça que ça prend, puis comprendre davantage justement les interactions et les interrelations entre tous ces changements divers. Je passe un petit peu vite. Ce chemin-là, il est bien sûr très ambitieux, comme je l'ai mentionné. Là, on n'a pas pu s'attarder sur chacun de ces jalons-là, mais chacun de ces jalons représente quand même beaucoup de travail. Un des messages qu'on veut faire passer justement avec nos travaux, c'est que tout le monde doit participer justement pour pouvoir faire advenir de tels changements. Il faut qu'on sorte de la logique de c'est au gouvernement d'agir, c'est aux entreprises d'agir, c'est aux utilisateurs d'agir. C'est un message clé qu'on veut faire ressortir. On voit que tous les acteurs, toutes les parties prenantes ont des rôles à jouer sur différents jalons et les interrelations entre les jalons nous montrent que les interventions de certains acteurs en amont vont permettre de débloquer certaines choses pour d'autres acteurs par la suite. Donc, c'est très important justement que chacun comprenne son rôle là-dedans. Donc, à cet effet, on a reproduit notre chemin de transition par acteur pour offrir une frise personnalisée justement de ces jalons-là pour faire ressortir, en fait, ce serait quoi la contribution de chaque type d'acteur sur ce chemin de transition. Puis, je vais terminer là-dessus, c'est ma dernière slide. Je vous ai fait ressortir justement le rôle des entreprises du numérique. Puis en ce sens, on pense à toutes les entreprises sur la chaîne de valeur du numérique, donc ça vous inclut bien sûr. Puis dans le type de changement justement qui sont attendus de vous, mais également de d'autres entreprises dans d'autres secteurs liés au numérique, des changements majeurs, par exemple, pour pouvoir vous donner une illustration à garder en tête, il faut qu'on ait en premier lieu, à très brève échéance, un meilleur accès aux données, donc via des outils de mesure pour nous permettre à la fois de quantifier les impacts environnementaux du numérique, parce qu'on a très peu de chiffres à l'échelle nord-américaine, mais également les retombées. On est vraiment en incapacité aujourd'hui de dire le numérique permet de réduire de temps dans tel secteur. Donc on a un certain besoin de métriques. À plus long terme, ou en tout cas à moyen terme, on a besoin d'un certain nombre d'efforts pour allonger la durée de vie de nos appareils. Je vous ai dit, l'essentiel des impacts vient de là. Les appareils sont déjà en circulation. Donc, pour pouvoir réduire les besoins en nouveaux appareils. Donc, pour cela, on a besoin de faciliter une meilleure récupération pour le réemploi, un développement massif de l'industrie de la réparation et du reconditionnement, un meilleur accès aux pièces de rechange. On a besoin de changements au niveau des modèles d'affaires et on a besoin, peut-être un autre exemple que je pourrais vous dire comme ça, on a besoin de travailler sur des balises justement pour le milieu de l'innovation, pour lui permettre de davantage d'orienter ses projets vers les limites planétaires, pour pouvoir favoriser ceux qui sont compatibles avec ce qu'on sait de là où on s'en va et pouvoir renoncer assez tôt aux autres. Puis voilà, ça fait 32 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter ici. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis je suis disponible pour qu'on puisse en discuter dès à présent. Merci beaucoup, Martin. Merci, J'ouvre Martin. ma caméra pour que tu saches qu'il y avait réellement des Oui, humains. ça fait plaisir, c'est bon, c'est toujours un peu intimidant. Merci, Martin, pour cette belle présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai manqué le début, malheureusement, mais bon, je l'avais déjà vu, donc je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Peut-être Karel, une question. Pourquoi tu te tournes vers moi, là? Il y a une Mais parce réputation maintenant. c'est parce que tu as ouvert ta caméra. Oui, bien pour moi aussi, compléter. Ben, en fait, merci beaucoup, Martin. Je vais amorcer souvent ce qui arrive. J'amorce, puis après ça, les gens vont se dégêner. Il y a beaucoup, beaucoup de points. Il y avait plein d'idées. Il faut que j'essaie de structurer ça pour partir n'importe où. Une des choses qui me vient en tête, bon, nous, on est très, très au fait, un peu, on a une connaissance un peu atypique de la fabrication, mais une idée qui me vient en tête, c'est que les gens, en général, ne voient pas. Tu parlais de 80% lors de la fabrication, puis ça peut être 800 kilos pour faire une puce de matériel. Nous, même là, on a nos limitations, chacun, mais on a un feeling parce qu'on est là-dedans un peu plus.
Mais ce que les gens ne voient pas, ça n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Donc, je crois qu'une des phases majeures de tout ça, c'est l'éducation. Plus les gens vont comprendre comment ça se fabrique. Moi, je fais le tour des écoles secondaires dernièrement, des universités, mais des universités, le monde ne savent même pas comment c'est fabriqué. Parce qu'on a perdu depuis 40 ans toute la fabrication. Puis là, il y a un retour du balancier avec tous les investissements qui va avoir un impact, mais à la limite, à long terme, peut-être va nous aider indirectement parce que ça fait 40 ans qu'on ne paye pas le dû de ce qu'on a. Une télévision 55 pouces à 500 4K, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens à sa face même. Il y a 40 ans, une télévision CRT était à 1000 et puis là, on parle d'il y a 30 ans avec l'augmentation du coût de la vie, puis les technologies qui ont augmenté. Donc, en quelque part, c'est qui paye? Ben, c'est l'environnement. L'environnement en Asie, probablement, parce qu'on a tout déporté ça. Et là, avec le retour en force du semi-conducteur, des puces, puis de ces choses-là, plus de notre côté, et c'est pas été drivé par la santé des gens là-bas ou l'écologie, ça a été drivé par un problème de sécurité. Donc, à la face même, on va peut-être en bénéficier indirectement parce qu'à un moment donné, il va falloir s'habituer à payer plus, payer notre dû. Et puis, l'autre chose que tu as mentionné qui m'accroche énormément, c'est le droit. Ben, je pense que ça commence à se parler, le droit à la réparation. Mais plus que ça, on a beau avoir le droit à la réparation. Si la réparation coûte encore la moitié du coût de l'équipement neuf, il n'y a personne qui va le faire. Moi, je suis un des débiles sur la planète qui ouvre mon lave-vaisselle 25 fois pour réparer la pièce qui ne fonctionne pas. Pas parce que j'ai pas l'argent, parce que ça n'a aucun bon sens de jeter ça au chemin, là. Donc, en tout cas, c'est un peu j'ai essayé un peu de structurer pareil, mais c'est un peu les commentaires que j'avais. Je ne sais pas ce que tu en penses au niveau de l'éducation, puis au niveau comment on va gérer ça avec le gouvernement, parce qu'il faut aller à l'encontre de, de l'humain, en fait. L'humain veut payer pas cher, en veut plus. Puis, ça va être bien dur. On va prendre quelques personnes qui vont être capables d'aller contre nature, on va dire. Mais pour une population, je ne le vois pas arriver. Malheureusement, il va falloir que ça brise. Il faut quelque chose où faut être dans une société totalitaire qui décide qu'on est totalitaire écologique, puis que c'est ça, puis que le gouvernement, il dit c'est x4 sur le prix de la télévision. Mais là, on va avoir une révolution, puis on ne s'entend pas. On n'attend pas ça ici dans les prochaines années, Dieu merci. Mais ça serait presque la seule façon de revirer un paquebot comme ça de côté. Mais en tout cas, je te laisse aller. Peut-être que ça te donne des pistes de discussion. Oui, certain, mais je vais essayer d'être rapide, mais sur l'éducation, je ne sais pas si c'est tant aller contre l'humain, mais en tout cas, c'est aller contre la plupart des signaux qu'on nous envoie, dans lesquels on évolue, qui nous poussent aussi, qui nous maintiennent consciemment ou inconsciemment dans cette logique d'accumulation. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va contre une grande force et donc c'est compliqué. L'éducation, c'est certain. Là, il y a dans nos jalons, je ne vais pas la mettre à l'écran, là, mais il y en a au moins 4 qui concernent la sensibilisation. Puis on a choisi sensibilisation plutôt qu'éducation parce qu'il y a une grande partie formation, une grande partie intégration dans une éducation formelle, mais il y a aussi d'autres façons dont on peut sensibiliser par il y a notamment l'indice de réparabilité qui a été instauré en Europe. Puis ça, c'est un signal d'indication aussi de se dire, ah, ben, ça me permet de m'orienter vers certains produits plutôt que d'autres en me disant combien de temps je vais pouvoir garder ce produit-là. Ça, c'est une façon de sensibiliser aussi. On pourrait imaginer un indice de durabilité, de dire voici l'empreinte que représente ce produit-là. On pourrait penser à, je sais pas, des campagnes publicitaires sur garde ton téléphone un petit peu plus longtemps au lieu de le changer. Enfin, il y a d'autres façons de sensibiliser, mais je pense que c'est bien sûr essentiel, puis c'est essentiel à la base de toute action. Là. Ça fait partie de nos jalons au début de la frise pour pouvoir, parce que c'est des prérequis pour plein d'autres jalons, c'est certain. Au niveau de l'écofiscalité, là, un peu l'idée qu'on ne paye pas vraiment les coûts de nos appareils, c'est certain. Il y a un certain nombre d'externalités, notamment environnementales et sociales, qui ne sont pas intégrées dans le prix qu'on paye, c'est sûr. Puis c'est au détriment de populations certainement plus vulnérables à l'autre bout de la planète, là, que ce soit en termes de salaires non payés ou en termes d'externalités qui subissent davantage. Il y a certainement beaucoup plus de choses à faire. Je pense qu'il y a quand même, il faut rester un petit peu prudent vis-à-vis des mécanismes d'écofiscalité pour ne pas juste rentrer dans une logique de pollueur-payeur qui fait encore plus de fractures numériques, de se dire toutes ces personnes-là qui peuvent se payer ces beaux gadgets numériques, c'est super, on n'a rien à le faire parce qu'ils ont payé pour.
Nous, ce qu'on essaie de faire apparaître dans le chemin, c'est autour de ce qu'on appelle la priorisation collective des usages, c'est qu'on ait des réflexions sociétales sur aujourd'hui, c'est quoi un numérique essentiel pour pouvoir fonctionner à la société, puis comment est-ce qu'on peut garantir l'accès à un numérique essentiel à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, ce n'est même pas le cas. On a des accès très inéquitables au numérique au Québec, fait que ça va se creuser davantage si on cherche, enfin, si on n'avance pas là-dessus, mais on intègre justement un peu cette idée de double limite, de se dire, si on se pose la question de c'est quoi le numérique minimum, quelque part, il faudrait couper aussi ailleurs, de se dire, OK, c'est quoi les utilisations numériques aujourd'hui qui ont juste des intentions financières ou qui sont objectivement nocives pour notre attention, pour notre concentration, pour nos liens sociaux, pour notre santé. Puis je pense qu'il faut qu'on ait cette discussion-là. Ce n'est pas à nous de prendre cette décision de qu'est-ce qui est essentiel pour les autres, mais je pense qu'il faut qu'on ait une discussion collective et démocratique autour de ces questions-là. Moi, je vois ça comme vraiment un enjeu majeur. Et enfin, la question de la réparation et de l'accès à la réparation, c'est vraiment un bon enjeu que vous soulevez. Là, c'est sûr, nous, dans nos jalons qui parlent de la réparation, ils sont multipartis au sens où ce n'est pas juste dire aux gens d'aller plus réparer leurs appareils, comme vous le disiez, il y a aussi une question de prix, il y a une question d'accès des fois à des réparateurs en fonction de là où on se trouve sur le territoire, une question d'accès aux pièces, une question d'obsolescence logicielle aussi qui fait que des fois c'est pas réparable ou des fois des obsolescences par design qui font que on ne peut pas vraiment changer sa batterie sans tout démonter ou sans décoller son écran avec un sèche-cheveux. Donc, il y a un certain nombre d'obstacles techniques justement à la réparation, puis c'est des questions qui sont assez complexes, donc c'est important de pouvoir voir ces jalons-là de manière justement multipartite, puis avec des interventions à différents niveaux, parce que c'est sûr qu'il y a différents obstacles justement aujourd'hui qui font en sorte qu'on va moins vers la réparation qu'on devrait certainement d'un point de vue de soutenabilité. Voici quelques petites réflexions en vrac là, par rapport au point que vous souleviez. Je ne sais pas si ça vous satisfait. Oui, on pourrait tellement parler pendant une vie au complet. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça a réveillé, ça a laissé le temps de réfléchir ou qui veulent apporter? Digérer. Moi, j'aurais peut-être une question. Comment dire, c'est sûr que les prix des équipements électroniques, communicants, etc., ne représentent pas le coût réel, mais une des raisons que c'est aussi peu cher, c'est aussi parce qu'en arrière de ça, il y a la notion de volume. Tous les téléphones, etc., les télés, si elles sont aussi peu chères, c'est aussi parce que c'est fabriqué en très, très grand volume. Ça, c'est essentiel parce que nous, on est bien placé pour le savoir. Une usine de fabrication de semi-conducteurs, ça coûte horriblement cher. Les équipements, c'est à coût, surtout les équipements de dernière génération, c'est à coût de dizaines ou de centaines de millions. Les frais d'opération, c'est énorme aussi. La dépense en énergie, la facture d'électricité, c'est vraiment des frais énormes. Puis tout ça, ça fait que ça coûte très, très cher fabriquer des semi-conducteurs. Puis la clé pour que ce soit abordable, c'est de justement répartir ça sur le plus grand nombre de dispositifs possible. Dans votre roadmap, il y avait la notion d'essayer de limiter l'usage aux usages numériques essentiels. Donc, est-ce que vous avez inclus dans votre réflexion justement l'avenir économique de la filière, surtout côté fabrication de matériel numérique? Oui, c'est une bonne question. On n'a pas des réponses à tout, là. C'est vraiment des réflexions qu'on fait apparaître. Nous, juste pour préciser, ce qu'on essaie de faire ressortir, c'est pas de dire qu'il faut limiter le numérique aux usages essentiels. C'est de dire le numérique est une ressource qui est limitée, qui va être de plus en plus limitée. Donc, quelque part, on va faire face à des contractions, que ce soit des contractions volontaires pour réduire ses impacts, que ce soit des contractions comme on commence à subir de plus en plus des tensions au niveau de l'approvisionnement. Puis, je pense que vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour savoir que il y a des tensions géopolitiques, tout ça. Puis je vous vois aussi dans cette discussion-là au niveau de l'Amérique du Nord, la création du corridor, tout ça, mais il y a des enjeux justement au niveau de l'approvisionnement. Il est loin d'être garanti. Donc, avec cette logique-là, on se dit, il faut qu'on commence à gérer le numérique comme une ressource. C'est-à-dire, où est-ce que collectivement il apporte une plus grande plus-value et où est-ce qu'on devrait le prioriser au détriment d'autres, justement. Ce n'est pas de se dire, il faut juste du numérique là. Si on peut avoir du numérique partout, tant mieux, mais il faut réaliser que cette priorisation, elle se fera d'une manière ou d'une autre. Elle se fera par le marché, si on la laisse comme actuellement elle se fait, donc les entreprises ou les secteurs plutôt qui peuvent y avoir accès continueront d'y avoir accès. Nous, on estime qu'on devrait avoir des discussions collectives pour que ce soit arbitré d'une autre manière, justement, avec plus une volonté de bien commun. Donc ça, c'est juste pour préciser un petit peu, c'est pas juste de dire il faut du numérique au niveau de juste là où c'est essentiel, mais c'est de se dire, on va devoir arriver à une priorisation. Comment est-ce qu'on l'opère? Ça, c'est un peu ce qu'on essaie de faire ressortir. Maintenant, pour la question de l'avenir économique de cette filière-là, c'est un nœud certain et puis c'est une considération vraiment importante. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais vous inclure davantage dans ce dialogue-là, parce que vous avez
une vision que moi, je n'ai pas, c'est certain. On se pose toute la question des modèles d'affaires. Puis ça, c'était, au cas où vous n'aviez pas de questions, j'avais une slide avec 2 questions. Et il y a une question sur les modèles d'affaires, justement. Comment est-ce qu'on peut penser l'évolution des modèles d'affaires? Comment je l'ai formulé? Hop. Ma question, c'était comment est-ce qu'on peut penser l'évolution des modèles d'affaires pour les entreprises liées à la fabrication du numérique à l'aune des besoins de réduction des flux de matière et d'énergie? Je pense que ça rejoint un petit peu votre question. Justement, aujourd'hui, on a des modèles d'affaires qui sont basés sur des économies d'échelle, sur une accumulation un peu perpétuelle aussi pour pouvoir rentrer dans les coûts et l'investissement en R&D, etc. Donc, un certain rythme de croissance, justement, qui vous permet, vous, de rester compétitif aussi dans un cadre plus logique, plus global, je veux dire. On voit à terme, d'ici 2040, d'ici 2050, qu'on ne peut plus rester dans cette logique d'accumulation. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'évolution des modèles d'affaires? Nous, les modèles d'affaires qu'on a explorés, c'était davantage des modèles d'affaires qu'on retrouve dans l'industrie du logiciel, hein, c'est sûr, parce que c'est un peu plus représenté à l'échelle du Québec. Donc, tout ce qui est passage plus vers une économie de la fonctionnalité, par exemple, tous les prêts de services versus la vente de produits, etc. C'est des choses qu'on a fait ressortir davantage parce qu'on avait plus de retours d'expérience. Et c'est limite une question que je vous repose, étant donné que ce n'est pas une question que je connais en tant que telle au sein de votre secteur-là, mais ce serait une réflexion que je trouve vraiment importante d'aborder justement avec des acteurs comme vous. Comment est-ce qu'on peut penser l'évolution de ces modèles d'affaires, étant donné là où on se dirige d'ici 2040, d'ici 2050, puis comment est-ce qu'on s'assure que là où vous vous projetez, parce qu'au final, ça arrive assez rapidement, comment est-ce qu'on s'assure que vous demeuriez justement, que votre secteur d'activité puisse s'inscrire justement dans cette logique de transition écologique et de rentrer dans les limites planétaires? Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Je peux vous poser mon autre question si vous voulez, si ça vous inspire. Mon autre question, et c'est dans la démarche, dans le rapport, si vous allez le voir, vous pouvez le voir, là, on a une section autour des nœuds du futur. Donc, quelle grande question est-ce que ça pose, ça? Parce que bien sûr, on n'a pas les réponses à toutes les questions, puis ce que je viens de vous dire, ça en fait partie. On a un autre nœud aussi pour lequel vous pourrez peut-être avoir une réflexion qui étendrait les nôtres grandement. On se pose la question de est-ce qu'il existe des infrastructures numériques? Puis là, à toute échelle, hein, est-ce on pourrait parler de centres informatiques, on parle de câbles, on parle de matériel ou d'entreprises de création de matériel, fabrication de matériel. S'il existe des infrastructures numériques nécessaires à avoir sous notre contrôle pour pouvoir diriger justement l'avenir de l'univers numérique tel qu'on le conçoit au Québec. Puis c'est une question que je trouve importante et pour laquelle il y a beaucoup de réflexions à avoir, justement, mais surtout les questions de souveraineté numérique, justement, avec ces tensions d'approvisionnement, avec aussi la volonté d'évoluer selon différentes normes et des normes qui seraient localement décidées. Eh bien, est-ce que ça sous-entend que la partie matérielle devrait être réflectée? Est-ce qu'on devrait justement répertorier ces volontés sur notre infrastructure? C'est une grande question, mais si vous avez des réflexions, ça ferait plaisir de les entendre. Ben, une chose qui me vient en tête, je ne sais pas si c'est exactement ça ou j'ai mal compris, mais l'avenir, en fait, on en entend parler un petit peu au C2MI, tout ce qui est l'informatique quantique va être vraiment, bon, peut-être pas demain matin, mais s'en vient à grands pas, là. Puis ça devient toute une question de souveraineté technologique et bon, à plein de niveaux, là, au niveau propriété intellectuelle. Puis ça va être la nerf de la guerre. Donc, indirectement, tout ce qui va se faire dans cet axe-là va devoir être regardé d'une façon un peu spéciale. Peut-être, je ne sais pas si ça va amener, ben, indirectement, tout amène des points au niveau écologie ou la façon qu'on peut imbriquer ça, est-ce que ça va nous amener à une puissance de calcul qui va nous permettre de réduire d'autres demandes, ça serait vraiment important, mais est-ce que c'est un autre, la fabrication elle-même aussi va être un enjeu? Il y a plein de questions, puis on n'a pas les réponses, mais cet axe-là, c'est peut-être une nouvelle axe qu'on ne parlait pas parce que c'est un peu Star Trek, mais là, qui commence à avoir l'attraction. Puis au Québec, on est extrêmement bien placé. On a des centres d'excellence par rapport à ça. Donc, je vous le mentionne, je ne sais pas si c'est pertinent pour vous. Oui, certain. Puis c'est dans votre coin beaucoup que ça se passe aussi. Puis vous avez une pertinence à le sortir. Je viens de voir le commentaire de Thomas aussi que j'ai manqué tout à l'heure qui me demandait de nommer quelques experts qui ont participé à la réflexion. Comme je dis, il y a eu à peu près 200 participants, là, mais pour vous donner une idée, on avait pour la 3e phase, donc la phase d'élaboration d'un chemin, là, on avait un comité de pilotage donc, qui était composé de 11 experts à moitié académiques et à moitié professionnels.
Du côté académique, on avait, je peux vous donner les noms, là, mais on avait par exemple Mohamed Cherrier de l'ETS qui travaille beaucoup sur les questions de justement 5G numérique avec des partenaires industriels. On avait Vincent Gautret qui travaille beaucoup sur les questions de droit numérique. On avait Christophe Abrassard qui est plus en design, justement, réflexion sociétale. J'en oublie plein, mais du côté terrain, on avait Agnès Beaulieu, qui est l'ancienne directrice d'Incertec, donc l'industrie de la réparation et du reconditionnement. On avait Valérie Bécard, qui était directrice de la recherche avant Element AI, qui est maintenant ServiceNow. On avait Bianca Drapeau de Québec numérique. On avait ce genre de profil-là. Puis souvent, justement, on venait alimenter les travaux de ce comité de pilotage par des activités de type focus group sur une thématique. Donc, on a une thématique sur justement la priorisation collective. Ben là, on allait chercher davantage de profils en lien avec l'éthique, en lien avec les politiques publiques, du style gouvernemental. Là, par exemple, la commission en éthique en sciences et technologies, on a beaucoup travaillé avec eux. On travaille actuellement, et puis on s'est croisé dans les ateliers là, avec le ministère de l'Environnement sur l'élaboration de feuilles de route justement sur ces enjeux-là. Bref. Donc, c'est un peu ce genre de profil qu'on est allé chercher. Puis, dans les ateliers citoyens davantage, là, c'était vraiment ouvert à toutes et tous. C'est sûr qu'on était plus proche de nos réseaux montréalais, un peu plus dans la transition. Là, il y a une plus grande représentation de ce genre de réseau-là, mais sinon, c'était assez ouvert. Puis, on a organisé des ateliers grâce à notre partenaire Espace pour la vie dans les musées, justement, donc à la biosphère, tout ça. Puis ça, ça nous a permis de rejoindre plus de monde, y compris du monde en région. Puis enfin, on a pris l'avantage de la pandémie dans le sens où on a pu faire des ateliers à distance dans des classes de secondaire ailleurs au Québec pour pouvoir avoir l'avis des jeunes justement sur le Québec de demain parce que ça va être beaucoup eux aussi. Donc, ça vous donne un peu un aperçu des personnes qui ont participé à cette démarche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que... Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. De rien. Merci. Puis Bien apprécié. ça fait plaisir. Si tu permets, Louis, je t'enverrai mes slides, puis le lien vers le Ouais. rapport, si tu peux le retransmettre aux personnes qui sont intéressées. Oui, tout à fait. Je vais le transférer aux autres avec plaisir. Oui, on va Excellent. tout centraliser ça. On a une belle base de données qui prend de l'électricité pour, On doute pas. Pour partager des connaissances. pour partager les connaissances, c'est ça. Mais oui, ça vaut le coup. Bon, ben merci à vous. Merci pour votre attention, puis au plaisir de continuer la discussion par la suite si vous le souhaitez. Parfait, Oui. merci. Merci à tout le Bye monde. bye. Au revoir. Merci. Bye bye. Merci, au revoir.